Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la visite des journalistes lundi sur le site du barrage de Kandaji dans la région de Tillabéri dans le cadre du lancement de la deuxième phase des travaux. Ensuite, nous parlerons de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août passé. L'actualité, c'est aussi la saisie d'une importante quantité de drogue dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 août par la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Chari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mourta. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant également. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. L'association alternative Espace Citoyen est en deuil. En effet, une équipe de cette association qui se rendait à Difa pour l'organisation d'un forum a eu un accident. Malheureusement, il y a eu plusieurs morts, comme l'avait annoncé Moussa Tchangari sur son compte Facebook. Au nom de la Fondation Hirondelle et du studio Kalangou, nous présentons nos condoléances à l'équipe d'Alternative Espace Citoyen et à la famille de la presse au Niger. Cela dit, nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 26 août 2022 par les travaux du barrage de Kandaji. Les journalistes ont effectué ce lundi 22 août une visite sur le site du barrage de Kandaji dans la région de Tillabéri. Cette visite de terrain organisée par les responsables de l'agence du barrage vise à informer l'opinion nationale et internationale sur l'état d'avancement des travaux de l'infrastructure. Le président du conseil d'administration de l'agence, professeur Issoufou Katambe, a annoncé le début de la deuxième phase des travaux le même jour. Écoutons le professeur Issoufou Katambe. La cérémonie de ce matin, elle est très importante parce qu'il s'agit de la dérivation du fleuve ou si vous voulez une déviation. C'est changer le parcours du fleuve. Au lieu que le fleuve continue à aller du côté est, maintenant on va le faire revenir du côté ouest. Et la partie est, comme il n'y aura plus d'eau, elle sera asséchée. Et c'est là-bas que nous allons réaliser la centrale électrique. Voilà pourquoi c'est important. Parce que si on n'inaugurait pas cette dérivation aujourd'hui ou dans quelques jours, c'est terminé et le programme, il aura perdu encore un an. Parce que dans 2 mois, les crues vont commencer. Et à partir du moment où les crues commencent, vous ne pouvez plus faire la dérivation. On leur a donné le délai jusqu'au 31 août. Si au-delà du 31 août, ils ne finissaient pas ça, c'est terminé. Considérez que le barrage, ce n'est pas en 2025, mais ce sera en 2026. Parce qu'on allait perdre un an. Et il faut féliciter les techniciens qui ont fait le travail. Parce que nous avons prévu d'inaugurer cette réalisation-là le 25. Et vous voyez aujourd'hui, donc il y a 4 jours que nous avons gagné par rapport au délai qui a été fixé. Maimouna Diado, votre réaction après avoir écouté le président du conseil d'administration de l'agence du barrage de Kandaji, professeur Issoufou Katambe. Ce que je peux dire que c'est vraiment bien qu'aujourd'hui Issoufou Katambe puisse informer la presse et la presse donc à travers la presse, l'opinion nationale et internationale sur l'avancement donc des travaux. Et comme il a expliqué, c'est la deuxième phase qui va débuter. Maintenant, ce qu'il faut prier, comme il l'a dit aussi, c'est que la date qu'ils ont donnée, un délai jusqu'au 31 décembre, au 31 août pour pouvoir accélérer les choses, pour pouvoir commencer la deuxième phase, soit vraiment respectée. Et pour que nous ne puissions pas aller jusqu'en 2026 pour ce qui est de la fin donc, de ce projet. Donc moi je me dis que c'est vraiment une bonne chose. Informer les Nigériens et l'opinion internationale, c'est vraiment extraordinaire. Et je vois que les travaux sont vraiment en train d'être sérieusement suivis pas à pas
par Katambe. Et je pense que déjà, il faut s'en féliciter. C'est un souhait pour tous les Nigériens. C'est un projet qui date de plusieurs années. Et aujourd'hui, peut-être que d'ici 2025, on aura cette occasion de voir ce projet se finaliser, concrétiser. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Hussein Issa Djibo, que peut-on savoir au sujet des travaux de ce barrage de Kandaji? Mais on ne peut pas savoir mieux que ce qui a été dit par le professeur Youssouf Katambe, que je connais bien. C'est quand même quelqu'un, pour ceux qui l'ont connu, qui le connaissent encore aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand il s'engage dans quelque chose, il va jusqu'au bout. Je l'ai connu avant même que leur parti ne soit au pouvoir. Et quand j'ai appris que c'est lui qui a été nommé pour piloter, en tout cas en tant que président du conseil d'administration, je me dis les choses vont bouger. Les choses vont bouger parce qu'il va bousculer les gens, il va bousculer l'entreprise qui est en train de vouloir faire le travail. Il y a une échéance qui est là. Aujourd'hui, il vient de l'expliquer dans l'intervention, l'extrait là que vous avez passé, que au plus tard, le 31 août, il faut faire la dérivation pour pouvoir commencer les travaux. Au-delà de cette date, de ce délai, il n'est pas évident que les travaux puissent être parachevés. C'est une très bonne chose parce que ça fait pas, en tout cas, ça fait des décennies que tout le monde rêve de ce barrage-là. Maintenant, il y a des actes concrets qui sont en train d'être posés. Et récemment, je l'ai suivi par rapport à une visite qu'ils ont eu à faire sur le terrain, où ils disaient que, bon, maintenant, même par rapport à leurs réunions périodiques, c'est qu'ils font, sur 3 réunions, il faut faire le déplacement pour aller sur le terrain pour constater comment les travaux avancent. C'est une très bonne chose, je pense, et c'est quelqu'un à féliciter. Et personnellement, je tiens à le féliciter par rapport à son dynamisme dans la conduite, comment dirais-je, malgré son âge. Oui, mais bien évidemment, c'est quelqu'un de désintéressé. Hein. Il a de tout temps été désintéressé. Et bon, il montre que, bon, c'est pas, lui, c'est qu'il veut un résultat et il est en train de faire un travail pour que ce résultat-là puisse être atteint. Et en cela, moi, je le félicite beaucoup parce qu'on a vu des visites de terrain pendant toute la décennie 2010-2020 sur le site. Chaque fois, on va, on visite, on dit ceci, on dit cela, mais il n'y a pas de choses concrètes qu'on a pu voir. Mais cette fois-ci, les choses sont concrètes et il y a une information, il y a une communication en direction de l'opinion pour dire voilà où nous en sommes et voilà ce que nous voulons réaliser. Ça, je pense que c'est quelque chose de très remarquable qu'il faut souligner. Abakari Arimi, octobre 2025, c'est la date annoncée par les autorités sur la fin des travaux du barrage de Kandaji dans la région de Tillabéri. Quelle est votre opinion au sujet du respect des délais contractés? Merci Mokhtar. Le barrage de Kandaji, c'est une véritable gageur, je dirais, vraiment pour le peuple nigérien tout entier. Pour tous ceux qui sont de mon âge, c'est le premier véritable projet de développement que nous avons connu pour ce pays. Depuis que c'était un rêve lointain, c'est venu si proche. Il faut féliciter vraiment. C'est venu si proche, si proche. Je dirais si proche parce que jamais de l'histoire de ce projet, il n'y a eu une communication aussi claire, aussi simple, aussi accessible. Qu'on nous dise qu'à telle date, ce projet, cette infrastructure sera prête, que déjà voilà ce qui est fait. On nous parle de la déviation du fleuve, on n'a jamais entendu et c'est devenu quelque chose comme un idéal qu'on ne peut pas atteindre. C'était vraiment extraordinaire. Voilà. Abakari Arimi, j'étais lundi sur le terrain. Oui, et donc je dirais que vraiment c'est enfin concret et j'espère qu'on verra ça vraiment avant d'être appelé par le Seigneur parce que c'est tellement important. Pour nous, ça avait été à l'époque présenté comme le passage obligé, mais aussi sûr pour une certaine autonomie du Niger en matière de production agricole et en matière de production énergétique. Et
ce serait extraordinaire que Niamey ne dépende plus de notre pays, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager, qu'il faut vraiment remercier de tout ce qu'on veut de bien. Vraiment, le Nigeria, ce qu'ils ont fait, c'est inestimable, mais qu'on ait notre énergie à nous, que la capitale et peut-être même tout le Niger soient indépendants par rapport à ça, c'est extraordinaire. Semble-t-il qu'on pourrait même vendre à d'autres l'électricité. Et ça, je crois que c'est un pas vraiment important, décisif vers le développement qu'on va entamer. J'espère que la promesse sera tenue. Et 2025, c'est demain. C'est demain par rapport aux années 80. Ça date du début des années 80, depuis que c'était 200 milliards, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, nous sommes à cette phase-là. Vraiment, on ne peut que féliciter. Le professeur Katambe Ousseini l'a noté. Vous vous rappelez, c'est lui qui a fait Tawa Sakola, n'est-ce pas? Et depuis, c'est la seule fer tournante qui n'a pas d'assiette, qui n'a pas de machin. Et ça, c'est dû à la personne. Parce que son passage aussi au ministère de la Défense nationale. Justement. Et c'est en cela qu'on est informé de l'affaire vraiment MDN. Donc, c'est pourquoi on dit les projets des États, du gouvernement, ça dépend aussi des personnes qui sont chargées de les mettre en œuvre. Beaucoup de personnes. Moi, quand on était à la fac, il était enseignant-chercheur et tout. Moi, il ne m'a pas enseigné, mais déjà, on savait de qui il s'agissait. On espère seulement qu'il ira jusqu'au bout, qu'on le laissera aller jusqu'au bout, parce que je crois que le Niger tient un joyau important, sinon plus important que l'uranium et plus important que le pétrole. Vous êtes optimiste là? Je suis très optimiste. Je crois que ça pourrait aller. Je sais. Malheureusement, on est dans un pays où certains sont prêts à mettre le grappin sur tout. Mais je crois que les Nigériens ne le sauront pas faire. Maimouna Diado, quelles sont véritablement les attentes des Nigériens au sujet de ce barrage de Kandaji? Mais les attentes, c'est la réalisation, la finalisation de ce projet. Voir la centrale énergétique, voir également la disponibilité, donc l'infrastructure terminée, profiter de tous les avantages. C'est ça, en fait, les attentes du peuple nigérien. C'est comme l'a dit Arami, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et maintenant, prions pour que ça soit vraiment concrétisé et qu'on finisse avec ce projet en bien. C'est ça. Et surtout la centrale électrique. C'est très important, cette centrale électrique, parce que là, vous voyez les problèmes que nous sommes en train de subir, les coupures intempestives, on ne comprend plus, on dépend toujours du Nigeria. Peut-être avec ça, on sera en tout cas autonome, et comme il l'a dit, en agriculture aussi, on sera autonome. Il y aura l'autosuffisance alimentaire, et c'est ce que nous prions. Vous êtes aussi optimiste comme Arimi? Je suis optimiste. Je sais que c'est un projet qui, plaise à Dieu, 2025 ou 2026, nous serons donc peut-être de ces gens-là qui vont célébrer l'ouverture ou tout simplement la concrétisation de ça. Moi, je suis d'autant optimiste que le monsieur qui est là pour piloter ça, il ne va pas accepter ce qu'on connaît dans le cadre des autres projets. De ne pas être au rendez-vous. Non, il a pris un engagement, s'il est à la tête en tant que PCA, c'est qu'il va aller jusqu'au bout. Et si on cherche à lui mettre... Jusqu'à la réalisation jusqu'à la finalisation. Jusqu'à la mise en œuvre, vraiment. Il est quelqu'un que je connais qui, quand il prend un engagement, si on cherche à l'entraver, il est capable de sortir et dire voilà ce qui se passe. Voilà, ce n'est pas une affaire de magouille. C'est un projet, on lui a confié la conduite en tant que PCA. Il va aller jusqu'au bout. Et moi, je suis très optimiste. Parce qu'on a dit des dates et tout pendant des années et des années. Ça n'a jamais pu aboutir. Oui, Arimi, vous voulez dire... Oui, non, c'est tout simplement que, oui, on sait, l'uranium, on nous a dit que c'était un contrat léonin avec le colonisateur. Le pétrole, on est en train de voir ce qui est en train de se passer compte tenu de l'augmentation du prix, et tous les Nigériens ne sont pas contents de leur pétrole. Et j'espère qu'avec Katambe, ça ne sera pas comme ça
pour l'uranium, et pour le barrage d'Anga, et pour l'électricité, et pour la production agricole, il faut que les Nigériens en soient les véritables bénéficiaires. Ce n'est pas pour quelqu'un, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est sorti de leur terre. Il faut que ça revienne aux Nigériens. Merci Arimi. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. En 2022, le Niger enregistre plus de 600 000 personnes déplacées internes et réfugiées, selon le ministre de l'Action humanitaire Lawa Magaji. Le plan de soutien et de réponse humanitaire sont des outils de mobilisation des ressources pour venir en aide aux populations vulnérables. Seulement, ce plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à moins de 30% selon le ministre, en marge de la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août passé. À la date du 21 août, au plan national, ces intempéries ont impacté plus de 90 000 personnes, dont 57 morts, presque autant de blessés et d'importants dégâts. Abachari Arimi, cette année, le plan de réponse humanitaire est financé à moins de 30% du budget global, selon le ministre de l'Action humanitaire, Lawa Magaji. Comment l'expliquer? Non, moi, ce que je dis, le plan global. Certainement, normalement, en la matière, pour prévenir, on prend le maximum, n'est-ce pas, de victimes, le maximum de sinistrés pour prévoir. Là, il nous dit qu'on est à 30%, n'est-ce pas, de financement. N'est-ce pas? C'est combien le montant? N'est-ce pas? Est-ce que ça permet déjà de faire face à ceux qui sont sinistrés? Et j'imagine que, vu ce qui s'est passé les années dernières, on n'est pas à une prévision à 100 personnes près, à 100 familles près. Donc, c'est ce que j'ai dit. Pour être le plus transparent possible, oui, on a prévu que le budget pour l'intervention de lutte contre les personnes, pour subvenir aux besoins, voilà, que c'est tel montant, et n'est-ce pas, et qu'on sache que, voilà, c'est ça que moi je trouve que ce n'est pas très bien dit, mais toujours est-il que si les gens interviennent, les personnes déplacées déjà dans le cadre de l'insécurité et tout, c'est extrêmement élevé, et on sait que malheureusement aujourd'hui, les inondations, c'est dans tous les pays du Sahel et au-delà, partout en Afrique. Et donc, les ONG et autres bailleurs de fonds vraiment sont sollicités un peu partout. Maintenant, c'est à nous, non seulement à l'État de faire un effort supplémentaire et avoir une capacité vraiment de prévision, de prévention de ces choses-là. Apparemment, à Niamey, la prise en charge et peut-être même la prévention a marché, de telle sorte que ce n'est pas... C'est vrai, il y a des quartiers qui sont déjà sous l'eau et tout, mais ce n'est plus comme les années passées. Et j'espère qu'on doit avoir une capacité de résilience pour surmonter cela. Parce que quand c'est répétitif chaque année, depuis pratiquement une dizaine d'années, depuis 2012, n'est-ce pas, chaque année, à la même période, on est confronté au même problème. Vous pensez que l'État ne fait pas assez? Bon, malheureusement, on sait nos États. Hein. La main tendue est devenue une tradition. Malheureusement, quand c'est une crise connue qui n'est plus conjoncturelle à la limite, vraiment, ok, et donc il faut savoir vraiment s'y prendre, prévoir déjà dans le budget, dès octobre, quand l'Assemblée se réunit, quand on soumet le projet de budget, déjà, on doit tenir compte de cela. Sinon, on sera confronté au même problème et c'est les mêmes dossiers qui seront soumis aux bailleurs qui ne peuvent être qu'un peu vraiment désabusés par rapport à notre comportement. C'est notre problème à nous. C'est d'abord à l'État de prendre en charge. Maintenant, si les ONG, les bailleurs de fonds peuvent intervenir, tant mieux. Sinon, c'est des choses pour lesquelles, à mon sens, on n'a plus besoin d'aller demander à qui que ce soit. On sait que ça va venir.
On sait. Selon vous, ça relève du domaine régalien de l'État. C'est de l'État. À mon avis, vraiment, c'est un rôle régalien de l'État. Mais ailleurs, on voit, les gens déplacent des centaines de milliers de personnes. On a vu récemment le feu, ce que ça a fait en France. Et comment les gens se sont pris, n'est-ce pas? Des gymnases transformés vraiment pour accueillir des personnes satisfaites, des kits qui sont distribués très bien dans les règles de l'art. On doit être en mesure de faire et en mesure de prévenir. Le feu, encore, vous voyez, mais la pluie, on sait à quel moment de l'année ça vient. C'est en août, tout ce problème se pose au Niger. Et on doit pouvoir faire face. Maimouna Diado, bien que l'aide humanitaire ait pour but d'assister les communautés qui sont dans le besoin, elle a des inconvénients selon d'autres observateurs. Comment l'expliquer? Il y a certains observateurs qui pensent que l'aide ne peut pas développer un État. Mais évidemment, est-ce que chaque fois, en tendant la main, un pays peut se développer? Un pays ne peut pas se développer. Comme l'a dit Arimi, l'essentiel, c'est d'abord nous. On doit d'abord faire face à nous. C'est l'État qui vient en première position. En première position. Après, l'aide humanitaire viendra. Mais si, à chaque fois, il faut que l'État attende l'aide humanitaire pour pouvoir faire face à certaines situations, mais on ne peut pas développer ce pays. Comme il l'a dit, nous savons à quelle période nous pourrons avoir des inondations. C'est le mois d'août. Et le mois d'août, donc on a toute une année. Malheureusement, au Niger, il n'y a pas que les inondations, il y a aussi les conséquences de l'insécurité. Il y a les conséquences les déplacés internes, les réfugiés. Les conséquences de l'insécurité, c'est quand je fais allusion aux inondations, c'est parce que c'est les inondations que nous avons connues avant l'insécurité. L'insécurité, ça ne date que peut-être de 5 à 6 ans. Donc, moi, je pense que déjà, nous savons les zones où il y a l'insécurité. Mais comment est-ce qu'un État qui connaît la population, qui connaît ses régions, un gouvernement qui connaît déjà la limite de son pays, de son territoire, ne peuvent pas venir en aide à ces populations qui sont à proie à l'insécurité. Donc, si il faut attendre l'aide humanitaire pour que ces ONG se déplacent pour aller vers ces populations dans le fond Niger, alors que nous devrons mettre les dispositions, ou bien l'État. Quand je parle de nous, je parle du Niger, je parle du gouvernement du Niger. Puisque quand je parle du Niger, nous aussi, nous faisons partie du Niger. Donc, il faut que l'État songe d'abord, aller sur le terrain, regarder d'abord dans quelle situation se trouvent ces gens, pour pouvoir leur donner non seulement une satisfaction, parce que je ne parle pas d'une petite satisfaction, une satisfaction d'abord pour qu'ils sachent qu'ils sont soutenus par l'État nigérien. Après, ça sera l'aide humanitaire. Mais si à chaque fois, quand il y a insécurité, quand il faut faire déplacer des gens, ou bien qu'il faut donner de la nourriture suffisante à ces populations, il faut d'abord tendre la main. Moi, je me dis que le Niger, là, on ne pourra pas développer le pays, là. Hussein Issa Jibo, quels sont les défis majeurs de la réponse humanitaire ici au Niger? Quelle réponse humanitaire? Est-ce qu'on va vivre de l'humanitaire jusqu'à la fin du temps? Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cette affaire-là. Certainement que le pays n'a pas assez de moyens pour faire face à tous ses besoins. Laisse tomber. Quel pays n'a pas assez de moyens? Laisse tomber. Il y a des programmes, des projets qui sont mis en œuvre. On a eu 3 ans. Mais ça a servi quoi? Qu'on attende chaque fois, qu'on vienne planifier pour dire, bon, partenaires, venez. Cette année-là, on fait des prévisions. Voilà, on aura approximativement tel nombre de personnes qui vont être dans une situation d'insécurité. Les chiffres même ne sont pas exacts. Il y a des gens qui ne sont même pas touchés. Quand il y a une catastrophe, quand il y a quelque chose, il faut que les partenaires amènent des bâches. Il faut que les partenaires amènent la nourriture. Il faut que les partenaires, on dit les besoins. Non, un pays est indépendant, souverain, quand le pays peut prendre en charge. Il y a des situations, de catastrophe. Et si le pays n'a pas assez de moyens? Non, mais s'il te plaît, Mokhtar, assez de moyens, c'est quoi? C'est quoi assez de moyens? On a assez de ressources. Est-ce qu'on gère bien ces ressources-là?
Est-ce que on va sortir pour dire à la communauté, ces histoires les partenaires techniques, les partenaires financiers et tout, ils ne sont pas dans notre seul pays, ils sont dans tous les pays au monde. Il y a des situations des pays où, même des pays occidentaux, mais où les pays ne sont pas les mêmes en termes de développement. Non, voilà, mais en termes de développement, le développement là, quelqu'un peut te développer. Hein? Quelqu'un peut venir te développer. Ils sont là pour aider. Non, mais ça fait combien d'années qu'on est dans le développement, qu'on cherche à que quelqu'un vienne nous développer? On est allé où? Ça s'aggrave même d'année en année. D'année en année, avec cette histoire de conflit, de guerre, où des gens viennent s'ajouter déjà à nos populations qui sont obligées de quitter leur village. Cette année, il y a combien de gens qui ne vont pas pouvoir cultiver dans leurs champs, dans ces zones de Tillabéri, là, où les djihadistes les ont fait partie? Est-ce qu'on les a comptabilisés, tout ce beau monde-là? C'est des planifications, on fait, et on tend la main à l'extérieur. L'aide au développement n'a jamais développé un pays. Aucun pays au monde n'a été développé par l'aide. Aucun. Ça vous maintient dans la dépendance et vous allez rester toute votre vie dans la dépendance. Vous voulez dire que l'État doit agir en première ligne? Il y a des politiques publiques à mener. Mais comment on va attendre qu'on dise qu'il faut on lance un cri d'alarme à l'international pour dire qu'il y aura une inondation cette année? Ça a été dit, n'est-ce pas? On dit, on a prévu qu'il y aura des inondations. Attends, qu'est-ce que l'État a fait pour voir au niveau de son budget, la programmation budgétaire? Qu'est-ce qui a été prévu pour faire face à ce genre de situation? Absolument, non. On se contente de donner quelques, comment on appelle ça, et puis on dit, bon, les partenaires sont là. Quand la situation va se présenter, ils vont amener. Déjà, ils ont prépositionné des choses, des tentes, des bâches, des aliments. Il y en a qui sont dans cette situation depuis 2, 3 ans, 4 ans. Il y en a depuis qu'ils ont quitté l'année dernière. On n'a pas pu trouver, on est venu les parquer dans des endroits. Et l'assistance humanitaire, de temps en temps, les bonnes volontés vont vers eux pour leur donner un peu à manger. C'est ça, développer un pays. Hussein Issa Djibo, comment faire selon vous pour une meilleure assistance et l'efficacité des réponses humanitaires au Niger? Comment faire? Oui. Non, c'est ce que je viens de dire. Comment faire? Ce n'est pas tendre la main en tout cas. Ce n'est pas tendre la main. Les partenaires là, ils viennent en appui. C'est l'État qui doit réfléchir à des mécanismes, à des politiques publiques à mettre en œuvre pour sortir de ça. Arimi vient de dire tout à l'heure que ce n'est plus conjoncturel, c'est devenu structurel. Chaque année, il faut faire le plan de réponse humanitaire. On se réunit, on dit aux partenaires, voilà ce qu'on attend de vous. Les partenaires, ce n'est pas ici seulement qu'ils interviennent. Ils interviennent un peu partout dans le monde. Mais il y a beaucoup de pays qui se sont passés de l'aide. L'aide au développement, là. Il y a beaucoup de pays qui étaient autant pauvres. Peut-être que le Niger est sur la bonne voie. Mais quelle bonne voie? Tendre la main là, c'est ça la bonne voie? On va jusqu'à... Non, c'est ça la bonne voie? Vous avez quelque chose à dire? Un ministère chargé de l'action humanitaire. De l'action humanitaire. N'est-ce pas? Bon, je pense que ce n'est pas bien appelé. C'est pas bien appelé parce que c'est des situations d'urgence. Et de la gestion des catastrophes. Voilà, la gestion des catastrophes. Mais normalement, on sait, tout le monde l'a répété ici, on sait que depuis plus de 10 ans, à la même période que nos populations font face à l'inondation. Les maisons tombent, les champs sont inondés, n'est-ce pas? Les villages... Ce qui fait... Donc voilà, et donc les cours d'eau sortent de leur lit. Il faut donc vraiment prévoir conséquemment des moyens et attendre. On va parler de catastrophe le jour où l'État du Niger est surpassé à 2 fois ses capacités de prévision et tout. Là, on peut dire que non, on a prévenu que ce sont 100 000 personnes qui seront affectées et nous avons 200 000. Non, dès la première victime, on tend la main. Mais écoutez, il faut qu'on travaille pour nous-mêmes. Mamouni Gado, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais dire juste que le ministère, là, on doit rehausser même son enveloppe. Bien sûr. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. Le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Oui, c'est ça. Parce qu'un ministère qui doit prendre en charge des catastrophes et tout, et qui a un budget, son enveloppe n'est pas aussi consistante, mais ce ministère va faire comment?
On doit d'abord... C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et maintenant, le plan d'abord, il faut d'abord que chaque région, qu'au niveau de chaque région, qu'on puisse établir le nombre ou bien le montant qui peut suffire quand il y aura des catastrophes. Il n'y en a pas. Et maintenant, quand vous parlez que le Niger, la situation du Niger, est-ce que le Niger est aussi riche pour pouvoir subvenir à tout ça? Mais je me dis qu'ils n'ont qu'à cesser de piller. Et je suis sûr que même ce que les humanitaires sont en train d'envoyer ici au Niger, il y en a d'autres qui détournent. Donc ça veut dire que ceux qui doivent en profiter même ne profitent pas de l'aide humanitaire. Rapidement. Mais rapidement, c'est que je veux dire, mais on a complété. On va continuer. Le détournement, selon vous, c'est ça? Non, mais bien sûr. Même les vivres, quand les vivres sont donnés, souvent c'est détourné. Quand on confie ça à des notabilités locales, les gens ils profitent pour prendre du riz, pour prendre des bidons d'huile et tout. Mais alors, pendant que les bénéficiaires, les brevets bénéficiaires, ils sont là. Souvent, il y en a qui n'ont même pas accès à ces choses-là. Et c'est comme ça on va développer, on va sortir de l'ornière. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Merci beaucoup. On fait la donation, on montre et après, qu'est-ce qui se passe? Merci. On observe une courte pause. Dans la nuit du mardi 16 août au mercredi 17, la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa a saisi 560 briques de chanvre indien. La drogue était transportée dans des sacs par un piroguier sur le fleuve Niger en direction d'un pays voisin. La quantité de drogue est estimée à plus de 540 kg. Ousseini Sajibo, la saisie de la drogue a été faite lors d'une patrouille de routine sur le fleuve par les agents de la brigade fluviale de Gaïa. Comment expliquer la récurrence des saisies de drogue dans cette localité nigérienne qui partage des frontières avec la République du Bénin et la République fédérale du Nigeria? On est devenu une plaque tournante ces dernières années. La drogue est devenue pratiquement un peu, ce trafic-là, c'est devenu pratiquement une espèce de marche-pied pour des gens souvent qui sont dans les rouages du pouvoir. Tout le monde sait. Ce n'est qu'un épiphénomène, ça. Il y a eu des cocaïnes, n'importe quoi qu'on a saisi dans ce pays. On ne peut pas faire un mois où qu'on dise que c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un business. Un business. C'est pas à l'époque, on peut faire, quand on saisit même quelques grammes, quelques kilos, 2 kilos, 3 kilos, c'est un scandale. Aujourd'hui, c'est des centaines, c'est des tonnes. C'est des tonnes. Mais alors, comment expliquer? Comment c'est rentré? Comment c'est rentré? Ce n'est pas seulement le seul axe. Ici, c'est dans une pirogue chanvre indien. Un peu partout, c'est des axes de couloir de passage. Ça remonte souvent vers l'Algérie. Mais bon, on va faire quoi? Comment expliquer? Qu'est-ce qui explique la vulnérabilité du Niger? Oui, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est l'étendue du territoire. L'étendue. Vous voulez dire la porosité des frontières? Attends, dans un pays où on prend même une autorité locale avec une cargaison. Une autorité locale. Vous faites allusion au maire du... Mais alors, à partir de ce moment, vous imaginez l'ampleur de la situation? Ce n'est pas une affaire de pauvres types qui vont tramol ou... Non, c'est devenu plus grave que ça. Les gens voient, les gens savent. On sait comment les choses se passent. Ce n'est pas des pauvres types qui sont en train de faire ces choses-là. Vous voulez dire qu'il y a des complicités? Mais bien évidemment, s'il te plaît, qu'un véhicule puisse traverser tout le long de la frontière, c'est des bandes organisées avec des comment on appelle ça, avec des cerveaux qui sont là. Mais ce ne peut pas être des pauvres types. Mais Mokhtar, ce n'est pas des pauvres types comme Arimi qui peuvent faire passer combien de
tonnes de cocaïne, des centaines de millions, de milliards. Arimi, vous aurez la parole, Arimi. Maïmouna Diado, après la saisie effectuée le jeudi 11 août dernier, la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa a opéré une nouvelle saisie de drogue le mardi 16 août. Quelle est votre opinion au sujet de ce phénomène récurrent? Mais je ne peux qu'ajouter à ce que Hussein a dit. En fait, c'est devenu un Eldorado. Le Niger est devenu Eldorado. Et c'est des bandes organisées. Et quand vous regardez, plus on fait les saisies, plus ça augmente. Ça ne diminue pas. C'est que ceux qui font ces trafics ne sont pas inquiétés du tout. Ils ne sont pas inquiétés. Ça veut dire qu'il y a des complices qui sont là. Voilà. Et c'est comme si quand on pêche le poisson, c'est rapidement qu'on le fait relâcher ensuite. Parce que celui qui tire les ficelles ou ceux qui tirent les ficelles, ils sont bien placés pour pouvoir intervenir et pour pouvoir libérer ceux-là qui transportent la drogue. Donc, selon vous, la fin du tunnel n'est pas pour bientôt? Ce n'est pas pour bientôt. C'est ce que je suis en train de dire. Entre le 11 et le 16. Il y a combien de jours? Ça veut dire qu'ils ne sont pas inquiétés. Ils auront toujours, on aura toujours, la brigade aura toujours à prendre ces narcotrafiquants. Il y en aura toujours d'autres narcotrafiquants, puisqu'ils connaissent très bien le Niger. Ils savent par quel moyen il faut rentrer. Par quelle voie? Par quelle voie il faut rentrer. Et celui qui met la main sur ces trafiquants, on connaît la suite. Hein. Ça ne finit pas. Abakari Arimi, les saisies de cannabis et autres stupéfiants opérés au Niger transitent souvent par les pays côtiers. C'est le cas en mars 2021 où une saisie record de 17 tonnes de résine de cannabis d'une valeur de plus de 20 milliards avait été faite par l'Office centrale de répression du trafic illicite de stupéfiants, Octrice. Quelles sont les conséquences et comment y mettre fin, Arimi? Écoute, vous savez, le problème de l'insécurité, c'est ça. Mais aussi, il ne faut pas oublier... Le problème de l'insécurité? Le problème, on est encerclé. En fait, le Niger, le sud-est nigérien, le nord Niger, l'ouest Niger. Aujourd'hui, l'État fait face à une insécurité vraiment très croissante et qui n'a pas cessé, qui n'a pas baissé depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant. Ça, c'est un des problèmes. Et l'histoire a démontré que d'abord, les terroristes et autres vraiment qui maintiennent cette insécurité-là font ce commerce-là. N'est-ce pas? On l'a vu en Afghanistan, les gens ont pratiquement cultivé et vendu, n'est-ce pas? Parce que c'est de l'argent facile et il y a toujours preneur. Ça, c'est un. Mais aussi, les gens en consomment pour avoir certains comportements, pour être violents à un certain nombre de niveaux. Au plan interne, nous avons une jeunesse grandissante, n'est-ce pas? Dont tout le monde en parle, mais personne ne fait rien pour prendre en charge. N'est-ce pas? On dit que 65% de la population nigérienne tourne autour de 25 ans. N'est-ce pas? Combien travaillent? Combien ont un avenir tracé devant eux qui les rassure? Les gens ne sont pas rassurés. Et en plus de tout ça, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Ce piroguier, certainement, s'il avait pu faire passer cette cargaison, il serait à l'aise pour toute l'année au moins. N'est-ce pas? Et ce qui va l'encourager à s'y mettre et ce qui va aussi encourager à quelqu'un d'autre. Donc, tant qu'il y a un climat d'incertitude au sein de notre population, elle ne peut pas collaborer. Donc selon vous, c'est la pauvreté qui explique la récurrence. À n'en point douter. Si quelqu'un ne peut pas cultiver son champ, si son champ ne lui suffit plus, s'il n'a pas de boulot, il cherche toujours une solution. On est dans un pays où, même aller en migration, on est en train de considérer que c'est un problème. Mais ces jeunes gens-là, tu ne peux jamais bloquer quelqu'un tant que tu ne le mets pas en prison. Il va toujours avoir une idée pour se trouver de l'argent. Et ça, c'est des situations que les gros trafiquants, les véritables trafiquants exploitent.
dans chaque localité, dans chaque quartier, dans chaque ville, tu as des gens auxquels tu peux t'adresser ou pour consommer ou pour faire passer, parce que c'est de l'argent facile que tu vas leur donner. Où est-ce qu'il va avoir le piroguer là? C'est l'affaire de sa vie certainement qui a été arrêtée. Donc il ne faut pas se le cacher. On est dans un environnement très propice. Oui, mais Abacharimi, comment y mettre fin? Comment y mettre fin? Il faut d'abord occuper cette jeunesse qu'on a. On sait que notre territoire... Occuper comment? En leur donnant du travail, de l'emploi, n'est-ce pas? Les rassurer. Parce qu'en fait, moi, souvent, même les fonctionnaires de l'État et autres qui détournent, chacun est incertain. On a créé une gouvernance telle que celui qui a les affaires de l'État prend l'argent, n'est-ce pas? Et pour pouvoir assurer la survie de sa progéniture jusqu'à sa deuxième génération s'il le faut. Or, il n'y a qu'un État qui peut assurer ça. Donc, il faut vraiment fédérer les Nigériens autour de leur État en les rassurant. Si quelqu'un peut se permettre de faire ce qu'il peut et rien ne lui arrive, aujourd'hui, l'information circule, tout le monde est au courant de ce qui se passe, c'est normal que les gens ne croient plus au bon Dieu. Ils se détournent et toute la solution qui se présente à eux, ils prennent. Donc c'est ce qui est en train d'arriver chez nous. Il faut nécessairement éviter, il faut rassurer les Nigériens. Il faut leur donner confiance en eux et en leur État. C'est extrêmement important. Tant qu'il y a toujours, chaque semaine, il y a une affaire de détournement, une affaire vraiment d'injustice. Mais les gens ne sont plus sûrs de quoi que ce soit. Issa Djibo, il y a certains aussi qui pensent que l'État est faible en matière de répression. Quelle est votre opinion à ce Je vais répondre par une question. Je ne sais pas si c'était en 2012 où un avion a atterri au Mali. Un Boeing avec une cargaison de... Ça doit être en 2009. Je ne sais plus exactement. Depuis pratiquement cette date-là, où les gens ont débarqué la cargaison, on a mis le feu à l'avion. Et la drogue là a disparu. Donc, depuis cette période, on n'est plus dans une situation d'accalmie. Depuis cette situation, ça arrange non seulement les criminels, parce que c'est une activité criminelle, ça arrange tous ces groupes armés et tout, mais il n'y a pas que les groupes armés, il y a même des politiciens qui sont aussi dans le circuit. Des politiciens, vous avez la preuve? Mais attends, une année, il y a une députée, on devait lever son immunité. N'est-ce pas, par rapport à une affaire de drogue qui s'est passée au Mali? Ça s'est déroulé. Vous êtes voilà. Alors, à partir de ce moment, ça veut dire que ce n'est pas des pauvres types qui font ça. Un pauvre type là, tu ne vas pas oser te hasarder dans ces histoires-là. On peut juste utiliser pour le transport, quelque chose comme ça, pour le passage. Mais indépendamment, en dehors de ça, ce n'est pas eux qui sont, en fait, ils sont juste des passeurs. C'est des gens, et on les paye bien souvent. Voilà comment ça fonctionne. Mais ceux qui sont derrière là, ce n'est pas des pauvres types, c'est des gens qui sont bien placés souvent dans les systèmes politiques, qui sont placés, comment dirais-je, ou qui sont les cerveaux de ces bandes criminelles-là, les chefs de ces bandes criminelles-là. Parce que c'est une économie criminelle. Il y a beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent dedans, c'est des milliards. C'est des milliards, c'est pas une affaire de 2 millions, c'est des milliards que les gens récoltent à travers cette activité. Mais Diado, à qui profite ce trafic récurrent de drogue au Niger? Mais ils l'ont dit. Ça profite à qui? Ça profite aux gros bonnets. Aux gros bonnets, c'est qui les gros bonnets? Les gros bonnets, mais... Mokhtar, ils sont nombreux ces gros bonnets-là. Moi, je ne peux pas les citer, mais je sais qu'ils sont là. Ce n'est pas la population qui en profite, c'est les gros bonnets. Ça peut être des politiciens, ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être beaucoup de choses. Mais nous savons que ce sont eux en fait, qui sont en train de tirer la ficelle et qui font en sorte que on ne pourra pas finir avec cette situation de cocaïne ou de drogue au Niger. Je me rappelle, il y avait eu ici à Niamey, dans un quartier, où c'est un conteneur ou je ne sais pas quoi qui a été pris. Oui, mais c'est passé où? L'affaire. Il n'y a plus eu de rebondissement de cette affaire. Donc ça veut dire que c'est les gros bonnets.
On s'arrête là. Les gros bonnets se connaissent de toutes les manières. Merci Memouna Diado. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan, à la régie vidéo Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.